Ce livre est un must-read, donc un livre qu'il faut lire, un livre qu'il faut comprendre, un livre qu'il faut apprendre quand on veut être commercial, sales, mais également quand on veut avoir des bonnes relations humaines avec les autres. Donc globalement, tous les humains devraient lire ce bouquin. Ça fait partie d'une liste de 4-5 bouquins qui sont hyper importants, qu'on doit comprendre, qu'on doit apprendre et qu'on doit comprendre les concepts de ce livre-là. Et j'ai discuté avec un pote la dernière fois et il me disait, quand tu auras un ou plusieurs enfants, quelles sont les compétences que tu veux leur apprendre? Allez, on va dire 2 compétences que tu veux leur apprendre et qui leur permettront de réussir dans leur vie. Et un, c'est la compréhension de la psychologie humaine. C'est ce que je lui ai répondu. 2, c'est la communication. On a besoin des autres pour avancer, on a besoin des autres pour réussir. On a besoin de comprendre l'autre pour réussir. Et ce livre, avec le titre un peu critiquable, hein, Comment se faire des amis. En anglais, c'est How to win friends and influence people. Et bref, en français, on l'a tourné en mode un peu Comment se faire des amis, un peu boring. Mais c'est un livre qui est hyper intéressant. Et aujourd'hui, je vais te résumer ce livre-là en 12 concepts, 12 idées. Et tu verras que ça va se transposer à ta vie de commercial, ta vie de sales. Mais tu peux le transposer également dans ta vie en général avec tes relations. Que ce soit tes relations proches, ta famille, tes amis, mais également avec les gens que tu vas croiser dans la rue. Imagine que tu arrives, tu es dans un supermarché, ok, tu cherches un truc, tu n'arrives pas à le trouver, tu vois qu'il y a une personne à côté de toi, tu vas aller lui parler, et tu sais que c'est une personne qui est assez sympa, que tu as envie d'être pote avec lui ou elle. Comment tu t'y prends? Ce livre-là, il t'apprend également à aborder les autres et à avoir des relations sincères, honnêtes et fortes avec les autres. Comment se faire des amis? Le premier chapitre, il dit « Ne bouscule pas la rue si tu veux récolter du miel ». Et Dale Carnegie, il ouvre le bal avec une leçon qui dit que critiquer, c'est inutile, contre-productif. Ça déclenche presque toujours une défense instinctive, une défense automatique chez l'autre. Et même les criminels, aujourd'hui les plus dangereux, se perçoivent comme des victimes, pas comme des coupables. Et je vais te raconter une histoire, mais juste avant ça, alors imagine ton propre collègue, ou alors ton boss, ou ton frère, ou ta sœur, ton conjoint, quand tu le critiques. Qu'est-ce qu'il ressent? En 1931, il y avait la police de New York qui a encerclé un tueur en série. D'accord, ça faisait des mois qu'il le cherchait, et à un moment donné, il tombe sur lui. Le mec s'appelle The Two Gun Crowley, parce qu'il utilisait toujours 2 pistolets. Et c'est un gangster qui était hyper recherché, d'accord, et il était planqué avec sa copine. Et un jour, bim, assaut, 150 policiers, des fusillades, du sang. Et lui qui tire dans tous les sens et qui abat des policiers. Et à un moment donné, il est blessé et il se rend compte qu'il va mourir. Il écrit une lettre. Il écrit une lettre pendant l'assaut, pendant le combat. Et il écrit une lettre avec cette phrase-là qui dit « Sous ma veste bat un cœur » qui, lui, ne ferait de mal à personne. Le mec venait de tuer un des flics à bout portant. Mais il se voyait pas comme un meurtrier. Il se voyait plutôt comme une victime. Et ça, c'est une leçon qui est hyper intéressante parce que si même un criminel justifie ses actes et se considère comme une victime, imagine ce que déclenche une critique envers quelqu'un d'ordinaire. Il changera pas. Il se défendra toujours. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la critique, elle pousse à la justification. Et non pas à l'évolution. Pour faire changer quelqu'un, il faut le valider, il faut le comprendre, il faut le valoriser. Et c'est comme les animaux qui sont en laboratoire. Avec les souris, les singes, etc. On leur apprend à faire des expériences à travers la récompense. Enfin, la récompense et non pas la punition finalement. Donc pose-toi cette simple question. À sa place, est-ce que j'aurais fait mieux? À chaque fois que tu veux critiquer quelqu'un,
Tu veux le juger? Est-ce que j'aurais fait mieux à sa place? La citation phare, c'est de se dire que la critique, c'est comme un pigeon voyageur. Il revient toujours à son point de départ. Ça, c'est le terme de la critique. Et il faut le tester. Il faut ne jamais critiquer, mais essayer de trouver un moyen de le valider, de le comprendre, de le valoriser, et ensuite de lui dire les vraies choses. Mais la prochaine fois que tu veux recadrer ton collègue, un prospect ou quoi que ce soit, commence par un compliment sincère ou une question empathique. Déjà, rien que là, tu désactives son mode défense. Et tu peux l'emmener avec toi. Donc ça, c'était la première leçon. Ne jamais critiquer. La deuxième leçon, c'est un levier qui va te permettre d'avoir de l'influence envers les autres. C'est un secret des relations humaines. C'est Dale Carnegie qui l'annonce et qui dit « Le besoin d'être important est plus fort que le besoin d'argent, de sexe ou de pouvoir. » Si tu arrives à faire ressentir de l'importance à quelqu'un, tu crées un lien immédiat. Sinon, il t'oublie ou il te résiste. Et on a tous envie d'être important. L'enfant qui crie à sa maman, qui dit « Maman, maman, regarde ce que je fais. » Il a besoin que sa maman lui dise qu'il est important à ses yeux. Et on est tous pareils. Dans cette économie de l'attention, on a tous envie, besoin d'être important aux yeux des autres. Et un jour, il raconte que une personne s'appelait Charles Schwab. Charles Schwab, c'était un grand dirigeant d'entreprise. Okay, il dirigeait l'une des plus grosses entreprises d'acier au monde. Entreprise industrielle. Et un jour, il trouve ses ouvriers qui sont en train de fumer à côté d'un panneau marqué « Interdiction de fumer ». Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu les aurais engueulés. Tu les aurais dit mais vous êtes des malades, pourquoi vous fumez ici? Mais au lieu de ça, il les engueule pas. Il sort un cigare. Il tend le cigare à une personne. Et il lui dit en souriant, « Écoutez, si je fumais, je vous accompagnerais. Mais vu que c'est interdit ici, ce serait mieux dehors. Pas vrai ?» Et les gars, ils comprennent un petit peu ce qu'a voulu dire Charles Schwab. Et ils se sentent respectés, valorisés. Et résultat, ils obéissent. Et même plus fort, ils vont admirer Charles Schwab de la manière dont il leur a parlé. Il aurait pu les humilier, hein, mais il a préféré les élever. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la soif de reconnaissance, c'est une pulsion humaine qui est profonde. On a besoin d'être reconnu. Un compliment sincère vaut souvent mieux qu'une augmentation. Apprendre à détecter ce que les gens aiment chez eux et dis-le leur. Il n'y a rien au monde que les gens désirent plus que se sentir important. Maintenant, que ce soit dans ton business, que ce soit un prospect, un client, un collègue, fais briller leur ego avant d'essayer de vendre quoi que ce soit. Okay, le troisième principe, il nous dit qui en est capable a le monde avec lui. Et c'est un peu en lien avec le deuxième principe qui est le besoin d'importance. Il dit le besoin de reconnaissance est universel. Il est universel, il est plus puissant que la logique. Arrive à flatter quelqu'un sincèrement et tu ouvres toutes les portes. Ignore-le, manipule-le et il se referme. Il nous raconte l'histoire d'un enfant qui rentre de l'école et qui montre fièrement son dessin à son père. Regarde papa ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai passé 4 heures à faire ça. Et le père, trop occupé à lire son journal, à lire les news, il répond mais sans forcément lever les yeux ou sans lui accorder de l'importance. Il dit ok, ouais, j'ai vu. Et l'enfant, hyper triste, il jette son dessin à la poubelle. Et plus tard, le père le trouve l'enfant en train de passer du temps avec le chien. Pourquoi? Parce que le chien, quand il joue avec le garçon, il remue la queue. Il le regarde. Il court.
il joue avec lui, il montre de l'intérêt, il lui donne un sentiment d'importance. C'est ce que l'enfant voulait finalement. C'était pas un jugement, c'était pas juste une critique, ou c'était pas... Voilà, c'est avoir de la reconnaissance. Et ce qu'il faut retenir, c'est que susciter un sentiment d'importance sincère est un levier de persuasion et d'influence. Mais par contre, ne confonds jamais la flatterie et la reconnaissance. L'un est égoïste, l'autre est altruiste. Et pour y arriver, il faut observer, écouter et souligner ce qui rend la personne fière d'elle. Fais sentir aux autres leur importance et fais-le sincèrement. Et ce que tu peux faire en business, c'est en début de rendez-vous, tu peux valoriser son parcours à ton prospect, les choix ou l'ambition qu'il a fait dans sa vie. Ça ouvre un peu la discussion et ça ouvre les chakras pour le reste de l'échange. Ce principe-là, il va faire en sorte que tu sois le bienvenu partout où tu vas. Si tu veux gagner la sympathie instantanément, direct tout de suite, intéresse-toi sincèrement à l'autre. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'être drôle, d'être intelligent, d'être éloquent, d'être charmant, d'avoir du charisme. Il faut juste être curieux et bienveillant. Les gens aiment ça. Je vais te raconter une histoire. Donc en gros, il y avait un président aux États-Unis qui s'appelait Theodore Roosevelt. Donc ça, en gros, ce livre-là a été écrit dans les années 1950, 1960, etc. Et d'une personne qui a vécu dans les années même 1880, 1930, etc. Donc Theodore Roosevelt, président de la République, je ne sais plus trop dans quelles années, mais en tout cas c'était à peu près dans ces années-là. Avant chaque visite, il se faisait briefer sur les passions, la famille, les chevaux de ses invités. Et Theodore Roosevelt, il retenait tout. Il retenait même le prénom du chien de la personne qui était en face de lui. Résultat, chaque personne avait l'impression d'être la plus importante à ses yeux. Il ne faisait pas le show, il faisait du lien avec les autres. Tout ce que tout le monde oublie, les prénoms, la famille des autres, etc. Lui ne l'oubliait pas. Il portait de l'intérêt sincère envers les autres. Et l'intérêt sincère, c'est la forme la plus élégante du charisme. S'intéresser aux autres. S'intéresser sincèrement aux autres. C'est beaucoup plus fort que impressionner. Activer l'écoute intentionnelle. Poser des questions, creuser, rebondir. Comprendre. Et prends maintenant une note. Qu'est-ce que cette personne aime qu'on remarque chez elle? En gros, à un moment donné, ça, il me semble que c'est dans un autre bouquin, mais qui illustre ce principe-là, c'est que il y avait une personne qui était dans un café. Okay, il commandait son café. Et il voit arriver le serveur, et le serveur avait des longs cheveux. Et rien qu'à sa posture, on avait l'impression qu'il aimait ses cheveux. Qu'il les coiffait bien, qu'il les mettait en arrière, qu'il les touchait régulièrement, etc. Le client qui était dans le café, il a remarqué ça. Et en commandant son verre, il lui dit « Écoutez, j'aurais aimé avoir des cheveux comme vous, des beaux cheveux comme vous. » Et rien que cette petite remarque a fait en sorte que le serveur lui a accordé également de l'importance et ne s'y attendait pas d'ailleurs à cette remarque. Et ils ont commencé à tisser du lien. Intéresse-toi sincèrement à l'autre. Mets-le en valeur. Accorde-lui de l'importance. Tout ça, c'est des principes qui sont hyper importants. Mais qu'on ne fait pas au quotidien. Parce qu'on est trop poussé vers son propre nombril. Mais ça, c'est important. Et c'est pareil quand tu fais du cold call, quand tu fais un rendez-vous commercial. Si tu démarres par une petite question ouverte sur leur actualité, sur leur équipe, sur un détail que tu as déjà repéré en amont, que tu as déjà fait tes devoirs, l'effet miroir, il est immédiat. Tu deviens quelqu'un qu'on écoute finalement.
L'autre principe, c'est un moyen facile de faire une bonne première impression. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Sans parler, c'est ton sourire. Ton sourire, c'est une arme massive de persuasion. Le sourire, c'est une déclaration de paix silencieuse. C'est un passeport social universel. Tu vas en Afrique, tu vas en Asie, tu vas dans les 5 continents dans le monde. Si tu donnes un sourire à une personne qui est en face de toi, elle va le comprendre. Il te coûte rien, mais il crée une réaction immédiate chez l'autre. Pas besoin de mots, pas besoin de parler. Ton visage parle pour toi. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un vrai sourire, avec les yeux, avec la bouche, il déclenche de l'ocytocine chez l'autre, une hormone du plaisir. Il va se détendre. S'il n'y a pas de sourire, attention, il ne faut pas sourire de manière mécanique ou commerciale du style Non, non. Il doit venir de l'intérieur. Peut-être même forcer un peu au début, mais au milieu, à la fin, il doit venir de l'intérieur. Un sourire donne l'impression que tu veux être là. Et un sourire donne l'impression que la personne qui est en face de toi, tu l'apprécies. Un sourire sincère, c'est le signe d'un cœur qui est chaleureux. L'autre principe, il dit, si vous n'observez pas ce principe-là, tant pis pour vous. Je peux rien faire pour vous. Et là, il va parler du prénom. Le prénom, c'est le mot magique qui ouvre toutes les portes. Le prénom, c'est le plus beau mot que tu peux dire à ton interlocuteur. Tout le monde aime son prénom. Et encore, même les gens qui n'aiment pas leur prénom, ils aiment quand tu les appelles par leur prénom. Donc le prénom d'une personne est, à ses oreilles, le son le plus doux et le plus important au monde. En l'utilisant avec respect, avec précision, attention, ne pas l'utiliser tout le temps à chaque phrase. J'avais un agent immobilier qui m'appelait Monsieur Chakri, ou en tout cas qui m'appelait Anas vraiment à toutes ses phrases. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en l'utilisant avec précision, tu captes l'attention de ton prospect ou l'attention de ton interlocuteur. Tu vas nourrir son ego sans qu'il s'en rende compte. Petite histoire de l'homme qui retenait les noms comme un politicien. Jim Farley était président de la Poste américaine. Il avait une stratégie simple. Il mémorisait tous les prénoms des personnes qu'il rencontrait. Il se souvenait non seulement du nom, mais aussi des anniversaires, des enfants, voire du plat préféré de la personne. Et résultat, il pouvait appeler 50 000 personnes par leur prénom. Tout le monde pensait qu'il était leur ami personnel. Il savait que retenir des informations comme le prénom, c'est dire à quelqu'un « tu comptes pour moi ». Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le prénom, c'est une reconnaissance de son identité. D'accord ? Il faut utiliser des techniques mnémotechniques pour le retenir. Il y en a plein de techniques comme ça. Tu peux répéter le prénom 2 fois. Ok, tu t'appelles Adrien ? Ok, Adrien. Ça marche. Adrien. Ça me fait penser, Adrien, à... Tu vois ? Là, rien qu'à travers cette phrase-là, je l'ai répété plusieurs fois pour pouvoir le retenir. Et après, tu peux utiliser des techniques également de ce qu'on appelle de l'association mentale. C'est de se dire, ok, à quoi ça te fait penser, Adrien ? Hein ? Adrien. Adrien, Yin, ok. Moi, typiquement, bon, sans critiquer ou quoi, mais Yin, tu vois, ça me fait penser à un chien. Chien, ok. Donc chien. Et ensuite, ce que je peux me dire, c'est que Adri, bon, ça marche pas là. Mais l'association mentale, c'est de se dire, ok, son prénom, ou en tout cas sa tête, me fait penser à quelque chose que je vais essayer d'imaginer pour que je puisse mémoriser et faire une association mentale. Ok ? Le prénom, hyper important. L'autre principe, c'est, il nous dit, écoutez, est-ce que vous voulez que votre conversation soit appréciée ? Si oui, c'est très facile. Devenez un auditeur plutôt qu'un causeur.
Le secret d'une conversation qui est inoubliable aux yeux de l'autre, c'est de laisser parler l'autre, finalement. Tout le monde est intéressé par soi. Tout le monde a envie de raconter sa propre histoire. Tout le monde a envie de raconter ses aventures. Quand j'ai compris ce principe-là, alors que je suis commercial, j'ai beaucoup moins parlé, j'ai laissé plus parler l'autre de ses enjeux, de sa situation, de ses besoins, etc. Et j'ai eu des discussions qui étaient extraordinaires. Les gens n'ont pas besoin de ton histoire. Ils ont besoin de raconter la leur. Si tu écoutes avec attention, avec sincérité, tu deviendras automatiquement captivant. Captivant sans même avoir à dire grand-chose. Il raconte une histoire, il dit Carnegie, il a compris ce principe-là. Et un jour, il était dans un restaurant avec une personne qui, lui, était expert en botanique. Carnegie, il a toujours voulu connaître, comprendre ce que c'était la botanique, donc l'art des plantes, comment ça pousse, la terre, la photosynthèse, etc. Bref, et Carnegie, il s'est hyper intéressé à ce que cet homme-là, en face de lui, pouvait lui apporter comme information. Ok ? Comment ça pousse ? Voilà. Raconte-moi des histoires de plantes. Et la personne était hyper contente de pouvoir en parler ouvertement à une personne qui était intéressée. Donc, il lui raconte comment... il lui raconte la botanique. Et Carnegie lui pose plein de questions. Et à la fin, au bout de 3 heures, il regarde sa montre, il dit « Oh, ça fait 3 heures qu'on est là. Wow. » Il s'était pas rendu compte que ça faisait 3 heures qu'il était en train de poser des questions et d'apprendre. Et la personne, avant de partir, elle dit « Oh là là, c'était hyper cool de te parler. Franchement, t'es un grand causeur. Hein. T'es l'un des plus grands causeurs que j'ai jamais rencontrés. Mais par contre, j'ai kiffé cette relation. » Alors que Carnegie n'avait presque rien dit. Il avait juste écouté vraiment. Parce qu'on se fiche de ce que tu dis. Ce qui compte, c'est ce que l'autre ressent quand il parle. Et ça, c'est une phrase qui est hyper importante, c'est que une personne va se rappeler de toi à travers les émotions et l'état dans lequel elle s'est ressentie. Si tu arrives à comprendre ça, tu vas changer pas mal de choses dans tes relations avec les autres. Un petit conseil, ne coupe jamais la parole. Ok ? Ne coupe jamais la parole, parce que, en gros, quand tu coupes la parole, tu dis à l'autre, tais-toi. Non, tais-toi. Ce que tu dis n'est pas important. Voilà. Deuxième petit conseil, pose des questions ouvertes. QQO, QCP. Qui, que, quoi, comment, où, pourquoi. Ok ? Et non pas des questions du style, est-ce que vous êtes satisfait de votre situation actuelle ? C'est quoi la réponse à ce genre de questions ? Oui, non, mais c'est tout. En quoi vous êtes satisfait de votre prestataire actuel ? Comment vous pourriez faire plus avec votre situation actuelle ? Bref, pose des questions ouvertes. L'idée, c'est d'être un auditeur attentif. Encourage-les à parler d'eux-mêmes. Et ce que je dis, moi, à mes sales, et même ce que je m'impose également, en rendez-vous commercial, c'est de laisser parler les autres. Et surtout d'avoir ce qu'on appelle un talk time, un temps de parole, de 70 à 80% pour ton prospect, et de 20 à 30% pour toi. Il faut écouter. C'est l'une des armes les plus importantes pour l'influence. La manipulation, excuse-moi, je pensais au livre Influence et manipulation, mais c'est plus l'influence et la persuasion, je voulais dire. Voilà. Manipulation, c'est hyper risqué d'utiliser ce mot-là, parce que finalement, tout le monde manipule. Mais c'est un mot qui est assez galvaudé et qu'on ne veut pas entendre et qu'on se dit, oula, quelqu'un qui est manipulateur, ça, c'est le mal. Mais votre enfant qui veut son biberon et qui pleure et qui vous fait les yeux doux, il est en train de vous manipuler. Votre chat qui tourne autour de vous et vous fait des caresses pour avoir ses croquettes, il est en train de vous manipuler. Mais est-ce qu'il vous manipule pour les bonnes raisons ? Ou est-ce qu'il a envie de vous nuire ?
Donc la manipulation, c'est pas mauvais à tous les coups. D'accord? Il faut juste avoir un bon fond derrière. Bref. Autre principe hyper important aussi, c'est comment intéresser les autres. Comment intéresser les autres finalement? Parle-leur de ce qu'ils aiment, pas de ce que tu vends. Tu veux capter quelqu'un, parle-lui de ce qui le passionne, de ce qu'il aime. Ok? On aime les gens qui s'intéressent à nos centres d'intérêt. Et ça, c'est pas une technique, c'est juste de l'empathie. Petite storytelling. Un homme timide devait dîner avec un président d'université très impressionnant. Le gars, il l'appréhendait à mort. Il était timide, il savait pas quoi lui dire. Il savait pas comment préparer la réunion, etc. Et juste avant le dîner, on lui dit que le président, il collectionne des timbres. Il adore les timbres. Il en a toute une encyclopédie dans son bureau. Et à peine la conversation lancée, l'homme timide aborde le sujet comme ça. Et il dit, écoutez, j'aimerais bien comprendre, savoir un peu comment vous faites pour aimer les timbres, quelles sont vos passions au niveau des timbres, pourquoi vous aimez autant les timbres d'ailleurs. Et le président, il s'anime, il parle pendant des heures et des heures et des heures. Et à la fin, il dit, écoutez, monsieur, c'était une conversation remarquable. Le mec, il avait parlé que de timbres, et le président, il s'est senti passionnément écouté. L'autre t'écoute mieux que quand tu lui montres que tu connais son monde. Quand tu lui montres que tu connais son monde, que tu as envie de s'y intéresser, l'autre, il va beaucoup mieux t'écouter. Ce qu'il faut retenir, c'est renseigne-toi avant un call ou un rendez-vous sur des passions, un post LinkedIn, un business qu'il a, le sport, etc. Utilise ce que l'autre aime comme porte d'entrée relationnelle. Ne balance pas ton pitch direct, mais connecte-toi avant de convaincre. L'autre principe, c'est de dire qu'est-ce que vous gagnez à argumenter? Tu gagnes jamais une dispute. Même quand tu gagnes, tu perds finalement. Pourquoi? Parce qu'une victoire logique, ça crée souvent une blessure émotionnelle. Quand tu veux gagner une dispute avec quelqu'un, tu es en train de le blesser émotionnellement. Et les blessures sociales, ça coûte cher. Les mots que tu vas dire à une personne vont plus lui faire de mal que si tu le frappes ou si tu le tapes. Les mots, parfois, sécrètent du venin. Donc c'est pour ça que, et je fais le rapport avec les 4 accords Toltec qu'on va résumer juste après, mais le premier principe des 4 accords Toltec, c'est ta parole doit être impeccable. Impeccable, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie sans péché. Des péchés, d'un point de vue religieux, c'est une faute. Donc, il faut que tu puisses avoir une parole impeccable. Et c'est un peu le même constat dans ce principe-là. Que gagnez-vous à argumenter? Là, ici, il dit, ok, si vous avez une dispute, le mieux, c'est de l'éviter plutôt que de s'y confronter. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'influencer sans résistance. Les disputes, en gros, c'est des compétitions d'ego déguisées. Mais l'écoute, la reformulation et l'accord partiel avec ce principe-là permet de désarmer sans humilier. Et là, ce principe-là, il est aussi en lien avec un autre principe qui dit un moyen infaillible de se faire des ennemis, c'est de dire tu as tort à quelqu'un. Imagine, une personne te dit quelque chose. Écoute, moi je pense que ce restaurant est hyper intéressant, hyper bon, et j'ai envie d'y aller. Et le mec, tu lui dis, mais non, tu as tort. Le tu as tort, ça déclenche une guerre froide en moins de 2 secondes. Tu veux braquer quelqu'un? Dis-lui qu'il a tort. Tu veux le convaincre? Amène-le à découvrir l'erreur par lui-même. Et Carnegie, il insiste, il dit, la confrontation frontale, c'est un boomerang social. Un boomerang, tu sais, c'est les frisbees là que tu lances et qui reviennent toujours vers toi. Boum! Et si tu fais pas attention, à le récupérer, il te tape dans la gueule. Donc,
Ne dis jamais directement tu as tort à quelqu'un. Dis plutôt écoute, tu sais, moi j'avais vu ça différemment au départ. J'avais vu ça différemment au départ et voilà ce que j'ai découvert en plein chemin. Et après, je dis pas que c'est la vérité, je dis pas que j'ai l'absolue vérité là-dessus, mais en tout cas, voilà ce que j'ai découvert. Qu'est-ce que t'en penses? C'est intéressant. Laisse une porte de sortie élégante à l'autre. Quand t'as raison, offre à l'autre de te rejoindre, mais pas de se soumettre. Chacun a sa manière de voir les choses. Chacun veut se sentir important, donc par ego même, à certains moments, chacun va continuer à croire ce qu'ils pensent, même s'ils sont en tort, finalement. Mais c'est juste la manière dont tu leur as parlé, tu as dit, tu as tort, je suis pas d'accord avec toi. Non, c'est faux. Ça signifie qu'il y a un manque de connaissance de la psychologie sociale. Et dire à quelqu'un qu'il a tort, c'est une manière subtile de lui dire, écoute, je suis plus intelligent que toi. Mais par contre, que faire quand vous avez tort et que vous savez que vous avez tort? Il faut reconnaître ses torts. Quand tu admets ton erreur, avant qu'on te la reproche, tu désarmes l'attaque et tu gagnes du respect de ton interlocuteur et tu prends la main sur la suite. Ce que l'autre voulait faire, il voulait te critiquer, mais ce que tu fais à la place, tu lui coupes l'herbe sous le pied avec élégance. Petite histoire, un client d'une entreprise appelle un commercial, il est complètement furax, il est énervé, et avant même qu'il n'explose, le directeur il lui dit « Écoutez, vous avez entièrement raison. On a mal géré cette commande. Et c'est inacceptable. Et à votre place, je ferais la même chose. Par contre, je suis là pour réparer ça. » Et là, silence. Et le client, il se calme, il coopère. Il reste fidèle à l'entreprise. Il dit « Ok, bon, ça marche. C'est noté. Bah, vous n'avez pas été hyper... vous avez été en retard et tout là-dessus, mais ok, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Juste, essayez de rattraper cette erreur-là, s'il vous plaît. » Le client, il s'attendait à devoir se battre, à devoir justifier. Et il s'est pas rendu compte qu'il est tombé sur un allié. Ce qu'il faut retenir, c'est admettre ses erreurs le plus tôt possible. Ça crée une alliance avec l'autre. Tu éteins la colère avant qu'elle ne puisse exploser. Et mieux encore, tu peux transformer une erreur en levier pour ta crédibilité. Quand vous avez tort, admettez-le rapidement et avec enthousiasme. Voilà, c'était les principes de comment se faire des amis. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce résumé. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo avec un petit pouce bleu sur YouTube, à la partager et à m'envoyer un petit message si ça vous plaît. Allez, passez une très bonne journée et à bientôt.